Et voici Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Mobile caché de Brice Walton. Georges vient soudain de décider qu'il était temps de mettre un terme au comportement stupide de sa femme Laura. Comportement totalement dénué de sens. Laura, arrête de boire, s'il te plaît. Laura tourne la tête vers lui. Son teint pâle et ses cheveux blonds emmêlés lui donnent l'air d'un canari décoloré. Sans l'entendre, Laura continue de boire son verre de whisky. Laura, je crois bien que tu ne m'aimes plus. Si tu t'ennuies tant que ça, au lieu de boire, pourquoi est-ce que tu ne relis pas un de mes romans ou un livre quelconque? Tiens, en voici un qui va te divertir un peu. Ce sont des documents criminels authentiques. Celui-là parle de l'affaire de Verne. Tu te souviens? Les assassinats à la hache. Tu n'as jamais rien lu sur le sujet, Laura, n'est-ce pas? Alors attends, je te raconte l'histoire. Le Verne est un pauvre ouvrier d'une fabrique de conserve, 50 ans environ. Il devient subitement enragé. Toute sa vie, ça a été un type doux et gentil, mais voilà que soudainement, il prend une hache, tue sa femme, puis monte au premier étage où dorment sa belle-mère et ses 2 enfants, et il les tue également. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est l'opinion de l'auteur du bouquin. Comment se fait-il, c'est ça la question qu'il pose, comment se fait-il qu'un homme respecté de son entourage, bon époux et bon père, puisse se changer soudain en démon meurtrier? Tu ne vois pas de raison à ça, évidemment. Eh bien, moi, si. Je me suis d'ailleurs fondé sur cette affaire pour un de mes livres. De Verne avait des mobiles à revendre, vois-tu. J'arrive d'ailleurs avec cette question de mobile à quelque chose d'intéressant. Tout le monde connaît le vieil adage « Trouvez le mobile et vous aurez l'assassin ». Laura, arrête de boire. Tu sais que tu es en train de devenir alcoolique? Tu ne peux pas te contrôler, hein? Moi, je l'ai fait, tu te souviens? Tu te souviens, il y a 3 mois, quand il me fallait mon verre avant le petit déjeuner, je tombais dans l'ivrognerie. Dès que je m'en suis aperçu, j'ai stoppé. Laura, tu sais ce qui m'a fait arrêter de boire? Je vais te le dire. Quand j'avais réellement mon compte, je perdais le contrôle de ma volonté, de ma conscience. Je me réveillais avec la gueule de bois, sachant que j'avais fait certaines choses, mais sans avoir le moindre souvenir de ce que j'avais fait. Tu te rappelles, il y a 3 mois, quand j'ai eu la main cassée, ça a dû être dans une bagarre, j'ai peut-être blessé quelqu'un. Ou j'ai pu frapper du poing contre un mur sans m'en rendre compte. Je ne me souvenais de rien. Et il n'y a rien de plus terrible que quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il a fait. C'est pourquoi moi, j'ai cessé de boire. Laura se verse un autre verre de whisky et l'avale goulûment. Elle regarde dans l'âtre le feu. Sa bouche tremble un peu, sans plus. Laura, tu m'écoutes? Elle fait signe que oui, d'un air triste. Laura, je vais te dire quelque chose qui devrait exciter ta sensibilité. D'abord, quelle heure est-il? 2 heures du matin? Oui. Sais-tu ce que j'ai fait ce soir, Laura, quand je suis sorti à 9 heures? Eh bien, je suis sorti et j'ai tué un homme. Si. Tu sais pourquoi je t'en parle, Laura? En dehors de vouloir te distraire un peu. D'abord parce que tu n'y crois pas. Ensuite parce que, même si tu y croyais, tu ne le dirais à personne. Parce qu'une femme ne peut pas témoigner contre son mari. Oui, Laura. Je suis sorti à 9 heures ce soir et j'ai tué un homme. Je suis rentré à 10 heures. Ça m'a pris moins d'1 heure, tu te rends compte? Quand je suis sorti, j'ai commencé par marcher sans but précis. Ce que je savais, c'est que j'allais tuer la première personne, homme ou femme, que je rencontrerais. J'ai passé le croisement, puis j'ai pris le sentier qui passe derrière les pavillons de Rainbow.
en bordure du lac. Avec cette pluie, il n'y avait personne. Finalement, j'ai vu ce type qui descendait le sentier. Laura, arrête de boire! Laura essaie de se mettre debout, mais son ivresse la fait s'effondrer sur son fauteuil. Ça n'est pas un sujet de roman que je suis en train d'imaginer, Laura. Je l'ai fait. Et sais-tu qui j'ai tué, Laura? Non? Eh bien, moi non plus. Je n'en ai pas la moindre idée. Et c'est ça le point important, tu vois ce que je veux dire. Tuer quelqu'un sans aucun mobile, ni jalousie, ni haine, ni argent, ni intérêt. Et ce n'est pas non plus la folie qui m'a dicté mon acte, même si, comme il est probable, tu préférerais que je sois fou. Laura ne semble pas très passionnée par ce que lui raconte son mari. Laura boit. Pour oublier, certainement, mais oublier quoi? Et pourquoi Georges insiste-t-il ainsi? A-t-il vraiment, comme il le prétend, commis un crime? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. J'adore les excentricités, Laura. Je trouve ce mot plus juste, mieux adapté que le mot folie. En tout cas, voilà un meurtre sans témoin, sans indice, sans mobile. Un meurtre rare, Laura. Rien n'est banal quand on le fait soi-même la première fois à titre d'expérience. C'est un peu comme l'amour. L'amour, Laura. Tu te rappelles? Arrête de boire, Laura! Et te voilà maintenant avec mon meurtre sur la conscience, Laura. Ta sécurité est menacée. Qu'arriverait-il si j'étais pris? Non, bien sûr, ça n'arrivera pas. Je vois que tu ne crois pas ce que je te raconte, hein? Tu y croiras quand la radio ou la télévision le relateront. C'est probable. Laura serre sa robe de chambre autour de sa taille et reprend la bouteille de whisky. Sa main tremble et elle fait tomber de l'alcool sur le devant de son peignoir. Vois-tu, Laura, cet homme était pour moi, et il l'est toujours d'ailleurs, un parfait étranger. Comme moi pour lui. Écoute bien. J'ai marché derrière lui après qu'il m'eut dépassé dans le sentier. Je me suis caché dans les buissons et je l'ai frappé à la tête avec une pierre. Il est tombé la tête en avant dans la boue. Je l'ai frappé encore plusieurs fois jusqu'à ce qu'il soit mort. J'ai jeté la pierre dans le lac et la pluie a lavé toutes les traces. Ah, Laura, cesse de boire, pour l'amour de Dieu! Tu deviens vraiment alcoolique, Laura. Ah, pas d'erreur, tu ne peux pas t'arrêter. Hein. Tu ne peux pas t'arrêter parce que tu ne sais pas pourquoi tu bois. Il faut se comprendre soi-même pour pouvoir se contrôler. Moi, je me comprends. Vois-tu, je trouve ça assez amusant de tuer un homme comme ça, pour rien. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Tu penses qu'il faudrait avoir une bonne raison pour tuer quelqu'un? Si j'avais tué un homme pour l'amour d'une femme, pour toucher une assurance ou une raison de ce genre, tu me croirais, n'est-ce pas? Mais que je n'ai aucune raison valable, tu ne peux pas comprendre, ma pauvre Laura. D'ailleurs, comment le pourrais-tu? Tu restes là à vautrer et à faire macérer tes petites cellules grises dans l'alcool. Mais moi, je sais pourquoi j'ai tué cet homme, il y a quelques heures. Mais mes raisons sont complètement subjectives et personnelles, vois-tu. Je suis donc le seul qui puisse les comprendre. Laura, tu veux savoir quel était mon mobile? Je vais te le dire. Pour le plaisir. Pour rien d'autre que le plaisir. Parce que je suis honnête avec moi-même. Si on veut faire quelque chose, Laura, si on le veut de toutes ses forces, il faut le faire. Ah, si tu savais, Laura, si tu savais quel soulagement ça peut être d'être honnête avec soi-même. Moi, par exemple, j'ai toujours voulu tuer quelqu'un. Mais je ne m'en suis pleinement rendu compte qu'en devenant petit à petit un ivrogne. Je buvais
en quelque sorte pour oublier cette idée. Et dès que j'en ai été convaincu, j'ai cessé de boire. Je me suis mis à penser au meurtre de n'importe qui. Et de ce jour, je n'ai plus touché à un verre d'alcool. C'est la grande différence entre moi et beaucoup d'autres, Laura. Moi, je me connais, je me comprends. Je suis honnête avec moi-même. Georges allume une cigarette et écoute la nuit en regardant le feu dans la cheminée. Il commence à être un peu las de se parler à lui-même. Il se demande quand l'excitation de la nuit se sera assez dissipée pour qu'il puisse enfin dormir. Soudain, il se dresse brusquement, certain d'avoir somnolé. « Laura !» Laura est toujours assise près de lui, le visage caché dans ses mains. « Laura, as-tu entendu quelque chose? Il me semble qu'on a claqué une porte de voiture. » « Ah, Laura, on dirait que nous avons de la visite. » Le heurtoir de bois résonne. Georges va à la porte, l'ouvre et sourit au petit homme tout trempé qui se tient sur le seuil. « Tiens, shérif Dobson. Entrez donc, shérif. »« Bonsoir, Madame Martin. »« Bonsoir, Monsieur Martin. » dit-il en entrant. « Eh bien, shérif, quel bon vent vous amène en pleine nuit par ce froid. Shérif, un peu de sherry pour vous réchauffer? »« Non, merci, Monsieur Martin. Je ne bois pas. »« Des ennuis, shérif? Une visite si tardive par ce temps a sûrement sa raison. Mais vous nous faites plaisir. Ôtez votre manteau et asseyez-vous près du feu pour vous sécher. »« Nous n'aurons pas le temps, Monsieur Martin. »« Ah bon? Il y a longtemps que je voulais vous voir, shérif, pour avoir le point de vue du professionnel que vous êtes sur mon dernier livre, L'esprit de meurtre. Voyez-vous, il s'agit d'un shérif de campagne qui... Je l'ai lu, Monsieur Martin, je l'ai lu. C'est une très bonne idée, ce type accusé de meurtre, acquitté, et qui admet ensuite sa culpabilité parce qu'il sait qu'on ne peut pas le juger 2 fois pour le même crime. Seulement, je vais vous dire, Monsieur Martin, le seul type qui paraissait humain dans votre livre, c'est celui qu'on a tué. Merci, shérif. Je le pense aussi, d'ailleurs. À partir de maintenant, j'espère que vous lirez tous mes livres. J'apprécie beaucoup une critique honnête et constructive. Vous êtes certainement capable d'imaginer un tas de moyens de tuer les gens, Monsieur Martin. Oui, shérif. À vrai dire, le meurtre, pour moi, c'est un art. Vous auriez bien dû vous en tenir à la fiction, Monsieur Martin. Soudain, le shérif Dobson sort son calibre 38 et le pointe sur Georges. « Monsieur Martin, je vous arrête. Il vaudrait mieux que vous vous habilliez. Et ne faites surtout pas l'idiot. Mes 2 adjoints m'attendent dans la voiture. »« Allons, allons, shérif. Qui suis-je censé avoir tué? » « Oh, ça ne sert à rien d'épiloguer là-dessus, Monsieur Martin. Habillez-vous et suivez-moi. » Soudain, Laura sort de sa torpeur et s'écrie. « Est-ce que c'est Jim, shérif? Dites-moi, est-ce que c'est Jim? » Le shérif Dobson lui jette un regard embarrassé. « Oui, Madame Martin, c'est Jim. »« Jim? Mais quel Jim, shérif? »« Monsieur Martin, pourquoi jouer la comédie? Je parle de Jim Foote qui travaille pour Mac Williams au Rainbow, celui qui s'occupait des bateaux, celui que vous avez frappé à mort avec une pierre ce soir. »« Oh, voyons, shérif, je n'ai jamais entendu parler de ce Jim Foote. »« Ne faites pas l'imbécile, Monsieur Martin, ça ne vous servira à rien. Il y a 3 mois, des tas de gens vous ont vu rôder la nuit tombée du côté de la cabane de Jim Foote. Et il y a un autre type qui s'appelle Sloan. Il vous a vu battre Jim dans le chemin derrière la taverne de l'Élan. Il y a 2 mois. Jim a demandé à Sloan de ne rien dire et je crois que personne ne l'a su. À part Jim, bien évidemment, Sloan, vous et votre femme, je suppose. Je crois que Madame Martin a tout de suite su que son ami
avait été battu par vous. Mais maintenant, tout le monde sait que vous l'avez tué. Oui. Pense, George, qu'il y en a soudain la nausée. Oui, tout le monde le sait. Même moi. Adossé au mur, il écoute Laura gémir doucement comme un chien blessé. Laura. Laura qui a si bien menti, si bien joué la comédie. Laura qui a été si convaincante dans son rôle de femme fidèle qui s'ennuie. Et dire que pendant tout ce temps-là, elle avait un amant. Jim Fouts. George ressent une douleur à la main droite et il considère les cicatrices de son poing fermé. Amnésie alcoolique totale, personnalité multiple, tout cela, il le sait, n'est-ce pas? Il sait tout de lui. Enfin, presque. Naturellement, Laura n'a jamais pu dire la vérité à George sur sa main blessée, ni comment cela lui était arrivé. Elle savait, elle l'a dit à Jim, que George, une fois dégrisé, ne se souvenait absolument pas de ce qu'il faisait sous l'influence de l'alcool. Donc elle ne pouvait lui parler de sa jalousie meurtrière. Et quand il a cessé de boire, Laura et Jim ont sans doute espéré qu'il ne se souviendrait jamais plus de rien. Et c'est vrai. George n'a conservé aucun souvenir conscient. Heureusement, ou peut-être malheureusement, l'inconscient n'oublie jamais rien. Tout le monde était au courant de la liaison de votre femme et de Jim Fouts, monsieur Martin. George s'habille lentement, s'appliquant à empêcher ses mains de trembler. Le shérif Dobson le surveille du seuil de la porte. Ivre, George a été un homme très différent. Jaloux, haineux, faible, vulnérable. Ivre, il a été soupçonneux, il a suivi, espionné, battu un rival stupide, sur qui il n'aurait même pas craché, étant dégrisé. Ivre, il a aimé Laura passionnément. Dégrisé, il a tué Jim Fouts. Il sait pourquoi maintenant. Parce que derrière tout cela, il n'est, lui, qu'un pauvre être humain faible et maladroit, aveugle et sentimental. Oui, sentimental. Il aimait Laura. Il aimait passionnément Laura. Passionnément. Au point de tuer. Lorsqu'on vient le chercher dans sa cellule de condamné à mort pour le mener à la chaise électrique, George demande une bouteille de whisky pour oublier. Pour oublier qu'il a tué. Pour oublier qu'il va mourir. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion, aujourd'hui Mobile caché de Bryce Walton.